propose, Arnaud, Alexis, si vous le voulez, donc Arnaud étant malade et Alexis venant de parler longtemps, de proposer des réponses moi, pour voir si je suis toujours bon dans le dispositif qu'on supervise, et puis éventuellement on pourra continuer à prendre d'autres questions. Si ça vous va, j'ai eu des petits commentaires avec effectivement en se demandant si le 140 euros c'était par nuit. Non, ce serait quand même, à mon avis, un peu exagéré. On est parti à l'origine dans la réflexion et je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que à ma prise de fonction en 2018, on a effectivement transformé ce règlement et on a fait devenir le FMAJ, le Fonds métropolitain, est devenu le Fonds d'aide aux jeunes en métropole. Et il y a quand même eu plus de 500 professionnels qui ont collaboré sur ce règlement. Donc on a la chance d'avoir eu quelque chose qui vient vraiment du terrain. Donc je reviens sur cette question du forfait. Les 210 euros, les 140 euros, en fait, sont des bases forfaitaires sur des montants de 7 nuits. C'est-à-dire qu'à l'époque, 2018-2019, on était sur 7 fois 20 euros pour de la nuitée en auberge de jeunesse, effectivement, ou sur de la nuitée d'appoint. Et dès qu'on passait sur des structures privées hôtelières, on était à 30 euros la nuitée. Donc 7 fois 30, 210 euros. C'est pour ça qu'on a deux forfaits différents et que les référents sont invités à se positionner selon le lieu qui est ciblé par le jeune pour l'hébergement d'urgence. Alexis Arnaud, je ne vous ai pas demandé votre avis, je peux continuer du coup tant que je suis lancé? Ouais, bien sûr, on te reprendra si tes Ok, réponses sont mauvaises. vous me reprenez. Il y a une question sur les aides nuitées dans le cadre des RHJ. Alors, je vais répondre de la manière la plus pragmatique possible. Il existe de mémoire, à l'époque où j'avais rencontré la MAJT, des fois, certains foyers jeunes travailleurs ont des possibilités de faire de l'accueil de très, très courte durée. Ça rentre dans le cadre de nos forfaits d'aide pour l'hébergement dit d'urgence. Maintenant, effectivement, tout dépend de la structure qui est ciblée. Il faut mobiliser tel ou tel forfait. Donc, à partir du moment où il y a la possibilité d'avoir quelques nuitées d'urgence en RHJ, ça a été le cas à une époque, on peut mobiliser le forfait d'aide à l'hébergement d'urgence. Serait-il possible d'avoir le support ensuite? Vraisemblablement, le support n'a aucun secret d'État. Au contraire, il constitue la synthèse du dispositif. Donc, je pense qu'effectivement, sans devoir le diffuser par mail, ça va être une corvée, je pense, un peu compliquée. Je pense qu'on soumettra le support dans le cadre d'un lien qui sera téléchargeable probablement sur la page jeunesse et fonds d'aide aux jeunes du site de la mail. Donc, effectivement, le support devrait être accessible par la suite. Les frais d'inscription de formation sont-ils pris en charge par le Fonds d'aide aux jeunes? Oui, oui, sous certaines conditions. On a effectivement un forfait, ou en tout cas, on peut aller aux frais réels sur des frais d'inscription pour une formation. Il y a des conditions un petit peu fines, c'est que nous avons été amenés à considérer des fois des demandes de formation qui étaient un petit peu, alors extravagantes, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui étaient des formations où on avait le sentiment qu'il n'y avait pas forcément de l'employabilité directe derrière. Donc, le règlement prévoit effectivement que normalement, on favorise déjà les formations émanant d'instituts, enfin d'établissements publics, plutôt que d'établissements privés. Et effectivement, avec la lecture que les formations doivent donner lieu à une réelle employabilité derrière. Dans ces conditions, effectivement, nous sommes amenés régulièrement à valider la prise en charge de frais de formation dans une certaine limite, mais cette limite, c'est jusqu'à 1 000 euros. Donc, on peut aller jusqu'à 1 000 euros dans l'accompagnement aux frais, à la prise en charge des frais de formation voilà, pour un jeune dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes. Est-ce qu'on peut financer un club de loisirs? Alors, j'interprète cette question comme de l'accès à de l'association sportive, j'imagine, ou de l'association culturelle. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le Fonds d'aide aux jeunes adresse un public quand même en grande vulnérabilité, et même si on peut discuter du levier que peut constituer l'inscription dans une démarche de club de sport ou de culture, c'est pas aujourd'hui le cœur de cible et c'est pas prévu au règlement intérieur. Donc non, effectivement, on ne va pas sur ce terrain-là. Sur la domiciliation, un commentaire sur les questions de règles et de respect des règles. Effectivement, c'est un constat. Nous, en tout cas, on est cadré par un règlement qui lui-même est soumis à contrôle potentiel de la Chambre régionale des comptes. Donc, parfois, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, on est effectivement obligé de se tenir à des règles qui concernent les questions de domiciliation, de titre de séjour, etc. Donc, effectivement, je l'entends bien qu'il peut y avoir parfois des difficultés, mais on est obligé de se tenir à ces conditions et ces exigences de domiciliation, de justificatif. Est-ce que France Travail
peut mobiliser cette aide? Alors France Travail, on travaille avec eux, mais effectivement de manière très très collatérale. J'imagine que un jeune qui est chez France Travail pourrait être éligible à une aide. La question, c'est effectivement le lien entre France Travail et notamment les conseillers mission locale, puisqu'on est quand même sur des domaines d'intervention qui sont, encore une fois, je raccourcis, mais on est sur des domaines d'intervention qui sont proches. Maintenant, effectivement, j'imagine qu'un conseiller France Travail pourrait effectivement serait légitime à mobiliser cette aide, mais dans les faits, on a effectivement une immense majorité de demandes qui émanent de conseillers en insertion pro, notamment des missions locales. Encore une fois, les collègues, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Si je dis une bêtise, on revient dessus. Mais pourquoi ne pas intégrer les données du passeport jeune dans le dossier en ligne? Alors, c'est une très bonne question. Le passeport, on l'a conçu en 2018. Il est vieillot, il n'est pas forcément pratique. Et à l'ère du tout numérique, effectivement, ce serait intéressant de le dématérialiser. C'est quelque chose qu'on a en tête. On a beaucoup de sujets pour faciliter encore les choses. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on en est toujours sur ce PDF qu'on envoie, qu'on remplit, qu'on enregistre nous de notre côté. Mais on a en tête, en tout cas, je l'ai bien en tête, l'idée un jour de le dématérialiser pour avoir quelque chose qui soit complété en ligne. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas la priorité numéro un de la facilitation dans le dispositif, malheureusement, mais c'est bien en tête. Je continue. Combien de fois le jeune peut-il mobiliser le plan pauvreté? Eh ben, c'est extrêmement simple, c'est à raison d'une fois par typologie d'aide. La question, effectivement, s'est posée, puisque dans le cadre du plan pauvreté, avec l'État, ils ont accepté de nous financer à l'époque sur la création de nouvelles aides, donc contre l'exclusion numérique et sur les mobilités. Évidemment, c'est quelque chose qui était exceptionnel. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'État ne finance plus ces aides-là, mais la métropole, politiquement, a décidé de conserver ces aides et effectivement de toujours les faire ressortir des aides d'origine. Et donc, la MEL a pris le parti de ne pas obérer le montant de 1 000 € en conservant ces aides hors ce forfait. Donc, c'est déjà effectivement une information importante, mais la contrepartie, c'est qu'en effet, un jeune ne peut pas avoir plusieurs fois l'aide au smartphone, plusieurs fois l'aide au PC, plusieurs fois l'aide au vélo assistance électrique. J'ai envie de dire, c'est un peu du bon sens, mais effectivement, on est sur une mobilisation par typologie d'aide possible dans le cadre du plan pauvreté. La possibilité d'aide au logement, solliciter le FAGEM ou le FSL. Bonne question. En fait, dans le premier temps de présentation d'Alexis, on a rappelé que le fonds d'aide aux jeunes était un dispositif subsidiaire. Ça veut dire qu'il ne peut être sollicité qu'à défaut ou à l'extinction des moyens de droit commun. Donc, nos collègues, puisque le FSL, on a la chance effectivement d'avoir des liens avec nos collègues du FSL qui sont à la métropole, on essaie d'harmoniser au mieux nos façons de voir les choses, tant sur les questions d'éligibilité que sur les parcours. Donc, effectivement, les agents du FAGEM qui instruisent les demandes veillent toujours, quand une demande arrive sur les questions d'aide au logement, à ce que vous ayez, vous, professionnels, d'abord mobiliser tous les dispositifs possibles de droit commun, le FSL constituant effectivement cette première réponse à solliciter. En l'occurrence, en l'absence de réponse ou effectivement dans le cas de refus ou de rejet de demande, le fonds d'aide aux jeunes vient à ce moment-là effectivement en dernier recours. Donc, on a toujours cette obligation, ou en tout cas, on vous demande de mobiliser le droit commun et les dispositifs thématiques d'abord, avant effectivement de se tourner vers le fonds d'aide aux jeunes. C'est d'ailleurs souvent des motifs d'attente avant de valider ou pas une demande. On a parfois des demandes qui arrivent sans qu'il y ait eu de demande dans le droit commun, et nous, on exige, ou en tout cas, on veut qu'il y ait eu des démarches dans le droit commun avant de valider ou pas une aide dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes. Pourquoi ne pas proposer des chèques personnalisés alimentaires d'urgence? Parce que c'était effectivement dans le cadre, je vais revenir un peu sur l'histoire de la démonétisation et la bascule depuis 2024 avec la solution Coesia. Le gouvernement et l'État ont lancé un grand plan qui date d'avant le Covid, qui est effectivement la question du zéro cash. Le zéro cash, il est effectivement un grand plan d'État qui vise à limiter la circulation d'espèces et la manipulation d'argent avec valeur faciale. Et donc, toutes les collectivités ont été invitées depuis cette époque-là,
et les CCAS aussi en partie, donc tous les acteurs et le département du Nord. En tout cas, il y a un grand mouvement de limitation de circulation des espèces et des outils monétisés. Et effectivement, à la métropole européenne de Lille, il a été décidé de passer sous un format démonétisé qui avait quand même et qui a quand même la vertu de sécuriser aussi tous les acteurs et protagonistes qui entrent dans la discussion, puisqu'effectivement, avoir du cash à l'époque et puis de passer sur du chèque, ce sont des documents qui nécessitent d'être sécurisés sous coffre-fort avec des statuts de régie et effectivement des questions sur la sécurité entre le bénéficiaire et celui qui va attribuer l'aide. Et donc aujourd'hui, on a décidé effectivement de s'exonérer en tout cas de toute contrainte liée à la sécurité de la manipulation d'espèces ou de chèques personnalisés, etc., en basculant sur une solution de carte. Et petite, effectivement, explication texte, nos cartes Coesia, enfin les cartes Coesia, sont des cartes qui sont vierges de toute valeur et elles ne sont chargées des montants attribués qu'au moment où effectivement l'aide est validée, ce qui veut dire que finalement, le jeune, quand il reçoit sa carte est personnelle, elle est chargée du montant qui lui est dû, et en attendant, toutes les cartes qui sont en attente ne sont pas chargées, donc ça n'a strictement aucune valeur, ce qui rend effectivement le circuit un peu plus sécurisant pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est pour ça que la MEL n'a pas pris le parti de partir vers le chèque, le type de réponse comme les CAP, qui peut exister dans d'autres collectivités. Je continue, hein. Vous me dites l'équipe, mais je suis bien, je suis chaud. Quelle est la durée d'attente pour un retour positif ou négatif du FAGEM? Alors, c'est une très bonne question. Nous nous engageons réglementairement à répondre sous 24-48 heures ouvrées, hein, c'est-à-dire 2 jours normalement sur une question d'urgence, on est censé pouvoir instruire les demandes. Cependant, je mets un peu effectivement en balance le fait que les dossiers doivent être effectivement complets et qu'on dispose de tous les éléments pour pouvoir statuer. Ce qui veut dire que on est quand même pas mal en termes de réactivité, même s'il y a des périodes plus ou moins chargées. On a aussi des périodes où on peut avoir des agents chez nous qui sont pas là, donc c'est pas une grande excuse, mais en tout cas des fois on peut avoir aussi des surcharges, comme chacun d'entre nous dans nos structures. En tout cas, j'attire l'attention que ce type de webinaire a pour fonction de mettre tout le monde à jour sur le type d'aide, sur la façon de les mobiliser. Et effectivement, l'équipe a souvent du délai parce qu'on a des dossiers qui sont incomplets, avec des pièces qui manquent ou avec des infos qui manquent. Et le rôle de l'équipe, c'est effectivement de retourner vers les professionnels pour demander des éléments complémentaires. Et ça, malheureusement, ça retarde le processus. Donc, effectivement, on répond au plus vite en fonction de la complétude des dossiers. En tout cas, l'équipe s'attache à le faire de manière le plus rapide possible. Un jeune sans domicile fixe peut percevoir le FAGEM combien de fois? Pareil, ça a été dit dans la présentation, on est sur 2 aides d'urgence par an, par année civile. Ce qui veut dire qu'effectivement, le professionnel, évidemment, doit intégrer ça dans son accompagnement. 2 aides d'urgence maximum. On peut cumuler avec une aide thématique par ailleurs et des aides du plan pauvreté, en sachant que le 1 000 € concerne le cumul des aides d'urgence et thématiques. Le plan pauvreté est donc exclu. Donc je récapitule, 2 aides d'urgence dans la limite de 1 000 € et on peut ici cumuler avec une ou plusieurs aides thématiques, mais les aides thématiques et d'urgence ne peuvent dépasser 1 000 € sur l'année civile. Les aides du FAGEM peuvent être mobilisées pour un jeune qui perçoit la garantie jeune. Alors, c'est une très bonne question. Je vais dire spontanément que nous, on observe le parcours du jeune à la lumière des dispositifs dans lesquels il est intégré. Ce qui veut dire que normalement, le FAGEM n'est pas là pour venir en complément réellement de dispositifs d'indemnisation qui sont réguliers. Maintenant, il y a la lettre, il y a l'esprit, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on peut, alors la garantie jeune, d'ailleurs, soit dit en passant, j'imagine qu'on parle désormais du contrat engagement jeune, mais en tout cas, effectivement, on peut imaginer des situations qui soient effectivement extrêmement périlleuses, puisque la notion d'urgence chez nous a été qualifiée lors du travail mené entre 2018 et 2019. Et effectivement, l'équipe, hein, et là pareil, j'invite Alexis et Arnaud à compléter s'il le faut,
On est effectivement très vigilant pour effectivement ne pas créer des doubles indemnisations, mais on a effectivement la vigilance de traiter les situations qui nécessitent une prise en charge rapide concernant notamment le péril. Donc, effectivement, on est vigilant. Il y aura beaucoup moins, par exemple, de marge de manœuvre sur des aides thématiques. Un jeune en CEJ, une aide thématique, il faut voir dans quelle mesure on a quelque chose qui est cohérent. En revanche, sur les questions de péril, ça, c'est des choses qui s'étudient au cas par cas. Alexis, on est d'accord? Oui, oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Les mineurs. Les mineurs, c'est aussi, je vais revenir de manière très, très caricaturale, mais très pratico-pratique sur ce cas de figure. Les 16-18 ans sont un public qui peut être éligible à des aides dans notre dispositif, mais sur un volant de thème qui soit hors les questions d'urgence sociale. On est effectivement dans le cadre de la précarité, la lutte contre la précarité, on reste dans le domaine de compétences des collègues du département. En revanche, le FAGEM peut intervenir pour un mineur sur des sujets d'accompagnement pour payer des frais de formation, etc. Donc, on est sur effectivement la mobilisation de certaines aides thématiques pour les mineurs. Alors, la question de chez les parents, je ne cerne pas trop le sujet. Enfin, en tout cas, sur l'urgence sociale, les mineurs, qu'ils soient chez les parents ou pas, c'est du département. En revanche, les mineurs, sur des questions un peu plus thématiques, on peut étudier les demandes. Si le jeune a un enfant, impossible de faire un FAGEM. Alors, on est effectivement pareil, on est à la croisée des chemins des compétences respectives des collectivités et institutions. L'existence d'un enfant dans le cadre d'un dossier d'un jeune qui fait la demande, l'existence, elle est déterminante. On est effectivement à nouveau sur un sujet où on a le département qui est en responsabilité sur les sujets de protection maternelle infantile, d'aide sociale à l'enfance, et effectivement, le fonds d'aide aux jeunes, il faut qu'on soit extrêmement vigilant et coordonné avec les services du département, parce qu'en l'occurrence, la fonction du FAGEM ne doit pas effectivement aller sur le terrain d'une maman avec son enfant, d'un couple avec enfant. Donc ces sujets-là, dès qu'un enfant en bas âge, dès qu'un enfant est en jeu, on renvoie effectivement vers pour le traitement par les services du département. Un jeune sortant d'un CEJ peut-il prétendre à une aide pour une formation payante non rémunérée en dehors de la MEL? Si oui, quel montant maximum accordé? Alors, bonne question, c'est sur la question effectivement de la territorialité. On a effectivement des aides qui sont validables et validées pour des jeunes qui pourraient effectivement avoir besoin de se rendre à l'extérieur du territoire pour un entretien, pour un boulot. Néanmoins, on a effectivement une limite, c'est que à partir du moment où, par exemple, le jeune fait une demande pour un logement ailleurs, pour une formation qui se passe ailleurs, il faut à ce moment-là mobiliser les dispositifs des territoires concernés. C'est-à-dire qu'on peut aider au déplacement et à la sortie du territoire à partir du moment où on interviendrait sur une formation, un logement, mais qui se passe à l'extérieur. Ça ne relève pas de notre compétence et là, il faut se diriger vers les dispositifs des autres collectivités. Donc, si imaginons un jeune va faire une formation sur effectivement la métropole d'Aix-Marseille-Provence, eh ben, effectivement, il faudra mobiliser le fonds d'aide aux jeunes de Marseille, Aix-Provence Métropole pour demander une aide à la fois. On ne peut pas effectivement commencer malheureusement à accorder des aides sur des choses qui se passent littéralement sur notre territoire qui disposent de dispositifs. Encore une fois, je vais commencer à être à court de salive, mais on va y arriver. En plus, je vois strictement personne, donc je parle tout seul, c'est fantastique. Serait-il possible d'intégrer l'attestation du RIB dans le formulaire en ligne, de la même manière que le jeune atteste et nous aussi de nombreux autres éléments directement en cliquant des cases? D'accord. Alors, je note la question. C'est Arnaud et Alexis. Je comprends effectivement de voir comment on pourrait, en fournissant le RIB, ne pas avoir à compléter l'attestation, mais peut-être en cochant une case que ça fasse valeur d'attestation. Alors, je réponds sans que ce soit ferme et définitif, mais pareil, pour votre information, cette nouvelle démarche de joindre une attestation sur l'honneur,
elle vient d'une sorte de commande des services de l'État, de la DGFiP, enfin des finances publiques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre les fraudes bancaires. Donc, nous avons fait face à une vague de refus de paiement des aides FAGEM parce que des RIB viennent malheureusement d'établissements bancaires en ligne, d'établissements bancaires qui sont effectivement qui ont moins pignon sur rue que les grands groupes bancaires classiques. Et la métropole, on a négocié avec la DGFiP en disant est-ce qu'effectivement un compromis avec cette attestation permettrait de ne plus générer autant de rejets? Et Alexis et Arnaud en sont témoins. Cette attestation qui rajoute certes une étape complémentaire et supplémentaire à votre processus, en fait, nous permet quand même de limiter grandement les rejets de paiement par les finances publiques des aides FAGEM. Donc, j'ai envie de dire que cette attestation, elle est aujourd'hui devenue indispensable. Maintenant, est-ce qu'effectivement, elle pourrait être digitale? Je ne le pense pas, ou en tout cas, j'en suis pas sûr, parce que nous, quand on a les services financiers de l'État en face, on a effectivement cette attestation que eux voient directement avec effectivement la signature et l'engagement du jeune, tandis que si c'était une case à cocher, il y a peut-être un peu plus de difficultés à le gérer en termes de valeur probante avec les services fiscaux. Je continue, j'enchaîne. Pourquoi les missions locales ne font pas la domiciliation? Bah, écoutez, c'est une bonne question. Je pense que certaines en font, d'autres ne le font pas. Donc, je ne peux pas répondre. Voilà, chaque mission locale gère effectivement ce sujet et je n'aurai pas voilà, les éléments. Je ne peux pas répondre à cette question, mais effectivement, certaines le font, d'autres ne le font pas. Alors, les finalités de l'aide sont listées de façon limitative. Christelle, alors je vais essayer de comprendre la question. Dans le cadre des aides qui sont sollicitées, on demande toujours une petite note sociale sur la situation, le contexte et la trajectoire du jeune. Donc, on a effectivement besoin d'avoir des éléments sur chaque aide, qu'elle soit d'urgence ou qu'elle soit thématique. On a effectivement, si je cite l'exemple qui est cité, je reprends, besoin d'un billet de train pour se rendre à un entretien d'embauche. On a effectivement tout à fait la possibilité de donner cette aide-là. Donc, après, notre PowerPoint, il n'est pas l'intégralité d'un règlement intérieur dont on vous donnera le lien, qui est accessible en ligne, mais effectivement, chaque demande doit être agrémentée d'un plaidoyer, d'une explication. Et effectivement, l'équipe d'instruction vérifie l'éligibilité, les pièces justificatives et valide effectivement si l'aide sollicitée est la bonne aide par rapport à la situation du jeune. Je regarde, je descends le fil. Alors, le cofinancement de prise en charge de formation est-il possible et à quelle hauteur maximum le FAGE peut intervenir? Donc, cette question, effectivement, j'y ai répondu presque intégralement tout à l'heure. On peut aller jusqu'à 1 000 € de financement sur une formation, dont je répète qu'elle doit être de priorité dispensée par un établissement public plutôt que par un établissement privé, si c'est possible, même si c'est pas bloquant. Et effectivement, il faut qu'on soit sur une formation qui donne lieu à des vraies possibilités d'emploi derrière et voilà, pas uniquement une formation qui pourrait laisser beaucoup de doutes sur la suite. Quand bien même, évidemment, on pourrait se dire que le doute est toujours malheureusement permis concernant les suites d'une formation. Voilà. Alors, sur le FAGEM, alors le PowerPoint, il sera mis à disposition. Il va falloir arrêter de poser des questions, sinon je vais mourir avant la fin du webinaire. Mais c'est très bien, en tout cas, ça prouve que vous êtes intéressés, que vous avez des interrogations. Je vois une question sur le FAGEM collectif. Alors, je ne vais pas donner un exemple de projet concret. En revanche, je vais redonner un peu les contours de ce que doit être un projet collectif. Le FAGEM collectif, c'est effectivement dans vos structures l'idée d'avoir un groupe de jeunes que vous pourriez mobiliser et impliquer dans un projet un peu collectif. Ce projet doit sortir, entre guillemets, du fonctionnement un peu traditionnel
de vos structures, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ça doit être une sorte d'action bonus, action supplément d'âme, dans lequel effectivement les jeunes sont des vrais acteurs, c'est-à-dire qu'on est censé avoir un projet suivi par un ou plusieurs professionnels et où effectivement un groupe de jeunes s'implique pour lui donner corps. Derrière le projet, nous, on est effectivement pour le FAGEM collectif, on a un peu, effectivement, depuis la transformation du règlement, on a un peu resserré tout ça. Le FAGEM collectif n'a pas vocation à financer des voyages, des trajets pour se rendre dans un autre pays, financer finalement la partie plutôt transport, etc. Le FAGEM collectif, dans l'esprit, c'est de justement financer tout ce qui va être un peu le supplément d'âme dans un projet, c'est-à-dire que si dans le projet, vous avez besoin de faire intervenir des prestataires avec des intervenants artistiques, culturels, philosophiques, etc., si vous avez besoin aussi d'aide sur des sujets un peu de communication, nous, on va étudier effectivement tout ce qu'on peut donner qui pourrait venir contribuer pour améliorer la portée, la visibilité du projet. Je rappelle que sur le projet, c'est entre 5 et 12 jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce groupe de jeunes, il faut que la moitié des jeunes soient éligibles individuellement au FAGEM. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, s'il y a 6 jeunes, il faut qu'il y en ait 3 qui puissent relever du fonds d'aide aux jeunes, mais les 3 autres seront comptés dans la subvention allouée, même s'ils ne sont pas éligibles. C'est-à-dire qu'en gros, le groupe complet va être aidé dans le FAGEM collectif si la moitié d'entre eux sont éligibles individuellement. Ce qui veut dire que finalement, ça donne un peu de mou sur le groupe qu'on peut effectivement concocter. Et une chose importante, c'est que sur le FAGEM collectif, les finances publiques exigent, et ça a été une négociation très dure, c'est la seule fois où on accorde une aide à la structure au nom et pour le compte des jeunes nommément désignés. Ce qui veut dire que pour un FAGEM collectif, vous devez nous proposer une liste nominative de jeunes et c'est ça qui fera foi devant les services de l'État pour valider d'attribuer l'aide collective. Voilà, donc on n'est pas sur un projet que vous organisez et après vous vous dites, allez, on va le faire avec 10 jeunes. Il faut qu'on ait effectivement une liste de jeunes qui soit identifiée. Les jeunes, alors du coup, je vois encore une question, je vais compléter. Je voulais avoir confirmation du montant, Céline. Bon, je ne sais pas, c'est pas pour moi la question. Le FAGEM collectif impacte le FAGEM individuel? Non, au contraire, les jeunes qui sont individuellement éligibles au FAGEM dans un collectif peuvent bénéficier d'une aide individuelle en plus du FAGEM collectif. C'est-à-dire que si les jeunes du groupe font un projet collectif qui fait l'objet d'une demande, eh ben, les 3 jeunes qui sont individuellement éligibles, à vous de voir s'ils n'ont pas besoin, eux, d'un coup de pouce individuel dans le cadre du FAGEM individuel. Donc non, le FAGEM collectif se cumule avec le FAGEM individuel pour les jeunes qui seraient éligibles à l'aide individuelle. Et je pense qu'à 11h59, on peut clôturer les questions pour le moment.